fais partie de l'association Pic Environnement, qui est une association d'accompagnement à la transition écologique. Donc, on accompagne tout type de public au changement de comportement par rapport au développement durable et donc notamment à avoir des gestes quotidiens simples et faciles à mettre en place. Et on intervient auprès de publics lors d'événements comme ça ou dans les écoles, on intervient dans des centres socioculturels, voilà, c'est assez varié. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je serai là pour vous parler de végétalisation en maison individuelle. Et nous, on va se concentrer vraiment sur la végétalisation des murs. Donc, on va d'abord faire une petite mise en contexte pour voir le contexte global de pourquoi c'est intéressant. On va parler de différentes fleurs. Je vous ai mis quelques exemples pour voir ce qui est possible à faire, les différents intérêts que vous pouvez y trouver. Des petits conseils pour vous lancer et un petit point sur la réglementation qui existe autour de cette pratique de végétalisation des murs. Alors, pour les objectifs, donc, ça sera de comprendre les intérêts, les enjeux, d'avoir quelques pistes pour vous mettre à agir chez vous et bien comprendre le cadre légal et comment entretenir pour qu'il n'y ait pas de danger pour vous ou la structure de votre maison. Donc, le contexte, on est parti de différents constats. Le premier, c'est qu'il y a le constat du changement climatique. Nous, pour nos actions, on se base essentiellement sur les ODD, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui ont été fixés par l'ONU en 2015 et qui marquent des objectifs pour les prochaines années à venir jusqu'en 2030 pour essayer de contrer un petit peu les différents enjeux de ce siècle. Et donc là, nous, on en a remarqué un qui était pertinent pour ce sujet, de la végétalisation, c'est le changement climatique. Avec, là, on peut le voir sur le graphique. On peut le voir sur le graphique, l'augmentation des températures moyennes. Aux dernières nouvelles, on était à plus 1,2 degré, donc c'est quand même quelque chose qui peut avoir un énorme impact sur notre façon de vivre, que ce soit sur notre agriculture ou même nos villes. Et ça a notamment un impact énorme sur la biodiversité, avec le constat de ces dernières années d'une perte de biodiversité assez énorme, avec 1 million d'espèces menacées d'extinction dans le monde. Et alors, c'est pas que les espèces exotiques ou dans des pays lointains comme le panda ou l'ours blanc, c'est vraiment des choses qui vont nous toucher jusque dans nos villes, avec par exemple un oiseau très commun, c'est le moineau, qui ces dernières années, en 10 ans, il y a 75% des moineaux qui ont disparu de nos villes, et ce, dans toutes les villes du monde. Donc, c'est vraiment des constats forts, et la végétalisation, c'est une petite pierre qui va permettre de participer aux solutions pour essayer de contrer ces événements. Alors, un petit sondage, Martin, je veux bien que tu le lances juste après. C'est pour vous, donc j'imagine que vous êtes là parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Pourquoi cette végétalisation est importante pour vous en ville? Pourquoi c'est important? Donc, normalement, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître sur vos écrans. Je vous laisse le temps d'y répondre. Vous pouvez choisir l'aspect qui vous semble le plus important. Il devrait s'afficher. On a 6 propositions pour des îlots de pour la constitution d'îlots de fraîcheur, l'aspect plutôt esthétique, pour faire office de nourriture pour les animaux, pour apporter du bien-être en ville, pour constituer un abri pour la biodiversité ou pour améliorer la qualité de l'air de nos villes. Ouais. Il y a 4 personnes qui ont répondu. Laissez quelques secondes encore 10 secondes. Ah non, mais je crois qu'il y a tout le monde qui a répondu. Oui, parce que nous, on ne peut pas voter. Oui. Donc... Alors, je mets fin au sondage. Alors, vous devriez voir les résultats. Donc là, vous avez mis
En gros, tous, vous avez mis les îlots de fraîcheur comme point essentiel pour l'intérêt de la végétation en ville. Effectivement, c'est un des sujets principaux en ce moment avec des développements de zones qu'on appelle alors les cours de récréation qui sont ouvertes au public, notamment l'été, parce qu'il y a souvent des arbres dans ces zones-là, et il y a tout un programme qui est mis autour de cet aspect. Donc effectivement, très important. Agir pour la biodiversité vient en deuxième. Effectivement, ça va jouer les murs végétalisés vont avoir un rôle dans ce qu'on va appeler les corridors écologiques, c'est-à-dire un moyen pour les animaux, les espèces animales et même les espèces végétales de se déplacer entre deux réservoirs de biodiversité, par exemple entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, pour traverser la ville, et ben, plutôt que de devoir faire tout un saut de plusieurs kilomètres, faire des petits déplacements, les murs végétalisés vont aider à ça. Ensuite, il y a la qualité de l'air, et qui est également importante. Alors, attention, là, c'est vrai que les arbres et la végétation vont aider en ville, notamment à capter tout ce qui est poussière et, et un petit peu de la pollution, pour que ça ait vraiment un filtre en termes de qualité de l'air et que l'impact soit vraiment notable. Il faut beaucoup de végétalisation, de végétaux et certes des végétaux très particuliers. Donc, ça a un impact pour que l'impact soit vraiment conséquent. C'est un peu spécifique. Donc, selon vous, votre propre mur végétalisé ne sera pas forcément, ça sera pas forcément son rôle principal en fonction des plantes que vous mettez. Et ensuite, il y a eu des votes de façon assez équitable pour l'aspect esthétique, la nourriture pour les animaux, ce qui rejoint l'abri pour la biodiversité, et le bien-être. L'aspect esthétique, bah, ça fait toujours plaisir, hein. Effectivement, si c'est joli, c'est plus sympa. Le bien-être, ça, c'est quelque chose qui a été... On ne comprend pas bien, on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment, mais effectivement, plein d'études ont montré que d'avoir des végétaux en ville aidait au bien-être, réduisait le stress. Donc, toujours un bénéfice qui est le bienvenu. Et donc, comme je disais, la nourriture pour les animaux qui rejoignait l'abri pour la biodiversité. Merci pour vos participations. Donc là, sur la photo qu'on a, on voit dans la végétation, on voit les rues, on voit les parcs, on voit au fond le bois de Boulogne, mais il y a d'autres possibilités qui sont de végétaliser les murs, les façades et les clôtures. Donc ça va être ce dont on va parler aujourd'hui. Vous avez également la possibilité de mettre des végétaux aux fenêtres et aux balcons, ce qui peut être fait assez simplement. Attention, il y a aussi des réglementations par rapport à ça, notamment pour éviter que les pots tombent sur la voie publique. Et les toitures. Là, c'est un sujet vraiment particulier qu'on n'abordera pas aujourd'hui. J'ai quelques pistes si vous avez quand même des questions, mais ça sera plus... Nous, on va vraiment se concentrer sur les murs et les façades. Alors, j'ai ici plusieurs fleurs qui ont été mises, qui sont des plantes grimpantes qui vont vraiment très bien être adaptées à des végétalisations de murs assez simples, c'est-à-dire que là, je ne vais pas vraiment pousser dans l'histoire de faire appel à une entreprise pour faire tout un mur végétalisé avec, par exemple, mettre de la terre, mettre des mousses ou tout ça. Là, c'est vraiment une solution simple, c'est les plantes grimpantes. Je vous propose de mettre dans le chat celles que vous reconnaissez. Est-ce que vous en reconnaissez certaines? Pardon. Vous avez les numéros, donc vous pouvez mettre le numéro et le nom de la plante à côté dans le chat si vous reconnaissez ces plantes. La rose, effectivement, tout à fait. Un petit classique. Il y a peut-être la première que vous connaissez aussi, qui n'est pas forcément panachée comme ça, qui est parfois simplement verte et qu'on retrouve beaucoup sur... Alors en 3, la vigne, tout à fait, qui peut être vierge ou pas. Ça marche aussi pour une vigne qui fait actuellement du raisin peut fonctionner pour la végétalisation. La glycine, effectivement, les belles fleurs, la belle grappe de fleurs violettes en 4,
c'est la glycine. Et le lierre pour la 1, tout à fait. Et donc, il manque la 2 et la 5 qui sont peut-être moins connues, qui pourtant font de très belles fleurs et de très belles lianes. La 2, c'est le cerfeuil, qui est sympa parce qu'il fait une odeur, il a une odeur très, très agréable. Et puis, vous voyez, ses fleurs sont assez originales. Et la 5, c'est la clématite. Alors là, il en existe plein de variétés différentes, de couleurs et de tailles différentes. Et elle donne énormément de fleurs. Elle donne énormément de fleurs assez longtemps sur l'année, donc elle est aussi intéressante à avoir sur la façade. Là, les différentes fleurs que je vous ai mises, elles ont différents intérêts. Le lierre, par exemple, il va bien se plaire à l'ombre, il n'y a pas de souci. La clématite aussi. Par contre, la vigne, il va peut-être falloir préférer une façade ensoleillée. Le lierre, certaines variétés de cerfeuil, certaines variétés de clématite vont avoir des feuilles toute l'année. Donc là, il n'y a pas, par exemple, l'hiver qu'on trouve parfois un petit peu moins esthétique, juste les branches le long du mur et pas du tout de feuilles. Là, vous gardez le feuillage toute l'année. Pour la vigne, si c'est une vigne qui fait du raisin, vous avez l'intérêt d'avoir du raisin à disposition à venue l'automne, la fin de l'été maintenant. Après, voilà, en fonction de vos goûts esthétiques en termes de couleurs, de fleurs, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous préférez avoir des fleurs au printemps, plus en été, ou voire même vers la fin de l'automne, vous pouvez choisir différentes variétés. Pour le lierre, à savoir que les lierres, il fait des fleurs plutôt toutes petites fleurs. C'est vraiment plus les feuilles qui vont intéresser généralement pour le lierre. Et attention, si vous avez des enfants notamment, le lierre fait des baies qui ne sont pas comestibles, et pareil pour le cerfeuil. Donc ça peut être un autre aspect à prendre en compte si c'est quand vous pensez à vos projets. Pour ce qui est de l'implantation de ces différentes plantes, il y a quand même des petites consignes à suivre. Alors, donc je dois en parler, il y a l'ombre, la luminosité, donc plutôt au soleil. Ça ne va pas être la même question pour les différentes espèces. Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Alors généralement, le long d'une façade, c'est moins gênant. L'arrosage, en sachant que ces vignes-là, ce sont plutôt des plantes assez résistantes. L'arrosage, il n'en a même pas besoin, à part au tout début, quand vous venez de la planter. Ça peut être des plantes qui sont mises en pot ou en pleine terre. Les deux solutions sont possibles. On vous conseille, nous, parce qu'on essaye de privilégier déjà des astuces pour jardiner au naturel, c'est-à-dire en limitant les pesticides, les engrais chimiques et tout ça, et donc continuer à favoriser la biodiversité de façon globale dans la démarche. Vous pouvez pailler votre sol pour qu'il conserve de l'humidité, ce qui est particulièrement intéressant pour la clématite notamment. Pour lutter contre tout ce qui va être puceron, pour les rosiers, par exemple, vous avez des solutions assez simples comme pulvériser un mélange d'eau et de savon noir sur les feuilles, ou mettre des plantes compagnes au pied, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur les hauteurs. Si vous allez avoir votre rosier qui va grimper le long du mur, et au pied, vous pouvez avoir par exemple des œillets d'Inde qui vont habiller le sol et qui vont permettre d'éloigner les pucerons. Alors attention aussi, en fonction des variétés que vous choisissez, certaines seront plus résistantes au froid, notamment pour passer l'hiver. Il y a des clématites qui vont très bien résister, d'autres non. Les rosiers, généralement, ça va dans nos contrées. Le lierre, c'est très résistant, il n'y a pas de souci. Le cerfeuil, il faut faire attention. Donc voilà, il y a différentes choses à prendre en compte en fonction de votre projet. Et pour bien commencer votre projet, pour s'assurer que sur le long terme, ça fonctionne bien, il ne faut pas hésiter à faire un diagnostic. Alors, ça peut être quelque chose que vous faites, vous, simplement en regardant le type de mur que vous avez. Typiquement, si c'est un mur en chaux ou avec de l'argile ou ces choses-là, et qu'il est humide, attention aux lierres et à la vigne qui peuvent
développer des racines dans ces matières qui vont être un petit peu plus friables. Et là, ça peut avoir un impact sur le mur. Par contre, si vous choisissez, vous pouvez avoir une autre option, si votre mur n'est pas adapté, c'est de mettre un treillis qui va être un petit peu séparé du mur. Et là, votre plante va s'accrocher à ce treillis. Ça va être le cas, par exemple, de la vigne. Et dans ce cas-là, pas de souci pour votre mur, et ça va quand même faire avoir les différents intérêts que peuvent avoir les murs végétalisés, notamment pour l'isolation, parce que un gros point fort, et qui est en lien justement avec toute cette question d'isolation et d'énergie gérée par Alex, c'est que les murs végétalisés sont d'excellents isolants extérieurs pour nos maisons, que ce soit l'été ou l'hiver quand c'est du feuillage permanent. Donc je disais, regardez l'ensoleillement de votre façade, regardez la réglementation. Si votre mur donne sur la voie publique, ou si c'est un mur en commun avec votre voisin, la réglementation n'est pas la même que si c'est juste votre mur qui donne directement dans votre jardin, sur un terrain à vous. Il faut donc faire attention à ça. Donc, je disais, en bac ou en pleine terre, les deux sont possibles en fonction de ce qui est possible pour vous. Si vous n'avez pas de pleine terre, vous pouvez mettre en bac, etc. Pour la conception, pour ce qui est de choisir des plantes, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des vendeurs dans les jardineries. Ils ont plein de conseils. Vous trouverez forcément la plante qui conviendra à votre projet. Il y a aussi plein d'associations qui travaillent sur ces sujets et qui seront sûrement très heureuses de vous renseigner. Et enfin, pour ce qui est de l'entretien, c'est souvent là où les questions se cristallisent. Est-ce que c'est lourd d'entretien? Quels sont les risques pour les tuiles, pour le toit? Alors, l'entretien, généralement, pour ces plantes, comme je disais, c'est assez facile, à part au début où il va faire attention à ce qu'elles partent bien. Généralement, ça va être une taille tous les ans. Et cette taille, elle est vraiment nécessaire pour éviter que, justement, ça atteigne le toit et les tuiles. Parce que là, les plantes vont pouvoir passer il y a des interstices, donc les plantes vont pouvoir passer dans les interstices. Alors que sur un mur, si le mur est bien entretenu, s'il n'y a pas de craquelure au début, il n'y a aucun risque. Donc la taille, ça va généralement consister, quand votre plante est bien développée, à tailler le haut pour éviter que ça touche la gouttière et les tuiles, excusez-moi, et faire le tour des fenêtres aussi, par exemple, le tour des fenêtres et le tour des portes. D'ailleurs, en fonction de la hauteur de votre mur, ça peut être intéressant de réfléchir en amont jusqu'à où vous voulez que ça monte, que votre plante monte, parce que ça peut demander des techniques, une grande échelle ou voilà, des choses un peu particulières. Donc ça, c'est aussi intéressant à réfléchir en amont. Vous pouvez aussi mélanger les différentes plantes, plein de possibilités existent. Et l'essentiel, c'est d'y réfléchir en amont pour bien que ça se passe. Mais je vous disais, il y a plusieurs types de plantes, notamment, donc on parlait, les lianes, ça va être toutes les plantes grimpantes qu'on a décrites. Les racines adventives, c'est celles du lierre et de la vigne qui vont créer cette espèce de petits crampons qui vont parfois s'insérer vraiment dans les interstices. C'est là où ça peut être un peu problématique. Mais si votre mur est lisse, s'il est bien entretenu et qu'il est sec, il n'y a pas de souci. Les volubiles ou les vrilles, c'est ce que va faire la vigne, ces petites parties qui s'enroulent autour des treillis, autour des supports. Là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de risque pour votre mur et ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est très résistant. D'ailleurs, c'est une chose à prendre en compte, la résistance de votre treillis, parce que votre plante, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va gagner du poids et ça a quelque chose à anticiper. Sur un mur, normalement, il n'y a pas trop de souci, mais si vous mettez sur un treillis, là, il va falloir y réfléchir. Les avantages de toutes ces végétaux sur le mur, c'est que en faisant avec des plantes grimpantes, c'est plutôt léger. Et généralement, comme c'est planté dans le sol, il n'y a pas de problème de structure particulière à mettre en place, comme c'est pour le cas pour quand on voit des grosses, comme l'image là à droite, des grosses structures où là, il y a vraiment de la terre qui est mise sur le mur. Si c'est quelque chose qui part du sol, ça simplifie beaucoup le process. C'est assez facile à mettre en place. Ça fonctionne sur des petits espaces. Votre lierre, il n'a pas forcément besoin d'être planté dans quelque chose qui fait 10 mètres carrés.
un petit espace, une simple bande le long de votre mur suffit. L'entretien, comme je disais, une taille par an, ça suffit également. Attention quand même à ce que si ça dépasse sur la voie publique, à bien couper ce qui dépasse sur la voie publique de façon régulière. Vous pouvez jouer sur les variétés, sur le type de fleurs, sur quand elles fleurissent, sur leur couleur. Ça, c'est super. Et les bénéfices écosystémiques, donc c'est tous ceux qu'on a pu lister au tout début de l'intervention. L'apport pour la biodiversité, les îlots de fraîcheur, la qualité de l'air, l'isolation pour votre maison, donc moins d'utilisation du chauffage, réduction de la facture et de l'utilisation des ressources. Donc, plein d'intérêts. Par rapport à vos murs, d'ailleurs, si le mur est sain au départ, ça va permettre de préserver le mur. C'est-à-dire que les végétaux vont les protéger des UV, vont les limiter les écarts de température, et donc le mur sera protégé sur le long terme. Il faut juste, comme je disais, s'assurer qu'il n'y a pas de fissure au départ, mais sinon, ça va vraiment aider à protéger le mur, contrairement aux idées reçues. Vous pouvez faire d'autres petites choses qui peuvent permettre de mettre votre mur végétalisé en avant, notamment peindre le mur, par exemple sur une couleur qui contraste avec les fleurs pour qu'elles ressortent plus. Vous pouvez jouer sur les volumes, comme je parlais, en mettant, par exemple, aussi des autres fleurs sur le sol. Je parlais des œillets d'Inde tout à l'heure, ça peut être un arbre un peu plus à côté, ça peut être des plantes sur les balcons si vous avez des fenêtres ou autres. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités en termes d'esthétique et ça peut être très intéressant de jouer avec ça aussi. Pour ce qui est de la réglementation, le code de l'urbanisme privilégie la végétalisation des façades. Il faut seulement respecter un minimum d'esthétisme. Et ça, généralement, le plan local d'urbanisme, il va le prendre en compte. Il faut donc faire quand même une demande pour végétaliser sa façade, mais c'est plutôt facile à obtenir généralement. Sauf si vous êtes dans un endroit qui est vraiment, dont le patrimoine est vraiment protégé, et là, il va peut-être falloir respecter certaines normes. Mais normalement, avoir une autorisation est plutôt simple. Il faut quand même faire attention à ce qu'on appelle la norme des espaces libres, et là, ça va être le respect des distances entre votre mur, la végétation et l'espace public. Ça va être, par exemple, c'est pas forcément tout le temps appliqué ou contrôlé, mais par exemple, un arbre de plus de 2 mètres, il devrait être planté à 5 mètres d'une clôture, ce qui est dans son jardin. Il ne peut pas être trop proche de la voie publique, ce genre de détails. Donc, voilà. Donc là, le plan local d'urbanisme, comme je disais, il faut faire une demande. Normalement, c'est assez simple à obtenir si l'aspect esthétique est agréable. C'est pour ça que la prévoir en amont est aussi intéressant. Ça vous permet d'avoir des arguments pour obtenir cet accord. Là, vous avez quelques liens pour aller plus loin. Donc, il y a plein de magazines qui existent. Vous avez le site de Grand Paris Seine-Ouest avec plein d'informations notamment. Donc, n'hésitez pas. Il y a l'Agence parisienne du climat qui a fait tout un site pour savoir quoi faire et comment et sous quelle réglementation. Donc, voilà, il y a plein de guides qui sont également disponibles en ligne. Voilà, c'est fini pour ma présentation. Du coup, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Martin, et si vous en avez d'autres qui vous viennent là maintenant ou des remarques, n'hésitez pas à participer via le chat. Oui, bon, il n'y a pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas. Donc, comme on disait au début, vous avez soit l'onglet questions-réponses par écrit, soit, et c'est peut-être le plus simple, vous pouvez lever la main et je pourrais vous donner la parole pour que vous posiez la question directement. Mais n'hésitez pas donc. En attendant, moi j'ai une petite question. Est-ce que, Oksane, tu saurais nous dire si, suivant quel co-bénéfice on voudrait en particulier favoriser en végétalisant un mur, est-ce qu'il y a des plantes à recommander suivant les co-bénéfices à favoriser? Par exemple, si je veux en particulier essayer de rafraîchir ma maison, est-ce qu'il y a une
espèce en particulier qui est particulièrement efficace là-dedans? Ou à l'inverse, si je veux faire un abri pour la biodiversité, est-ce qu'il y a une série d'espèces qui est en particulier efficace pour ça? Oui. Alors oui, tout à fait. Le lierre, pour l'isolation, c'est le mieux parce qu'il a vraiment un feuillage dense qui est présent toute l'année. Donc, en termes d'isolation thermique, le lierre, c'est le plus efficace. Pour la biodiversité, ce qui est le mieux, c'est de faire des mélanges d'espèces. En faisant attention à avoir des fleurs toute l'année, par exemple. Donc, par exemple, la clématite. Alors, la clématite, selon il y a certaines variétés qui vont fleurir. Alors, la glycine, pardon. La glycine va fleurir vraiment au début du printemps. Vous allez avoir les clématites qui vont fleurir plutôt en été. Le lierre, il va fleurir plutôt en automne. Donc là, ça vous permet d'avoir de quoi nourrir les insectes, notamment les insectes pollinisateurs, tout au long de l'année. Par contre, il y en a qui seront quand même plus intéressants en termes d'intérêt pour ces pollinisateurs. Par exemple, le lierre, c'est pas ce qui donne le plus de nectar ou de pollen parce que les fleurs sont très petites, alors que le rosier, ça peut être beaucoup plus intéressant. Après, par rapport aux animaux, par rapport aux oiseaux ou aux petits animaux du type hérisson, par exemple, là, le rosier peut être intéressant, le lierre aussi, parce que de nouveau, il a un gros couvert végétal, du coup, il va vraiment servir d'abri. La vigne fonctionne assez bien. Après, pour ce qui peut être intéressant, c'est en fonction de comment vous coupez, comment vous taillez votre liane, votre plante, de faire qu'elle se développe aussi horizontalement, notamment près du sol. Et là, ça peut vraiment faire un petit corridor où les animaux vont pouvoir passer. D'accord. Donc, au-delà du choix d'espèces, la façon dont on les met en œuvre peut aussi permettre d'accentuer tel ou tel co-bénéfice. Tout à fait. Alors, merci. Il y a Valérie qui avait une question et voulait prendre la parole. Je vous donne la main. Normalement, vous pouvez maintenant activer votre micro. Bonjour et merci pour cette conférence très intéressante. Alors, moi, j'ai une vieille maison, très vieille maison, avec un vieux crépi. Donc, j'ai compris qu'effectivement, que forcément, ce n'était pas adapté pour le lierre et la vigne vierge. Donc, peut-être que les clématites seraient intéressantes. En bas de la maison, il n'y a pas de terre, hein, c'est cimenté, la bordure. Donc, en fait, donc ça serait plutôt en pot. Et je me disais, les clématites, comment voilà, si je ne veux pas installer de treillis, comment je peux les faire grimper le long de la façade? Et puis, est-ce que ça met en danger, en fait? Est-ce que je dois d'abord, en fait, rénover ma façade pour faire du grimpant? Ou bien est-ce que je peux utiliser justement le fait d'avoir, enfin, voilà, ce mur voilà, c'est un vieux crépi qui date de 40 ou 50 ans, enfin, je ne sais pas, qui est plus très beau. Pour moi, il y a un aspect esthétique et puis il y a un aspect effectivement énergétique intéressant et de biodiversité. Et donc, je me disais que peut-être que ça éviterait de faire un ravalement de façade, vous voyez. Mais comment, voilà, je me dis, mais comment faire grimper à partir de pots en bas, puisque je n'ai pas de terre en bas, voilà, vraiment sur le bas du mur, je n'ai pas de terre, donc à partir de pots, faire grimper ça. Et puis, est-ce que c'est nécessaire pour vous de mettre un treillis? Voilà. Si je prends par exemple, si j'évite la vigne vierge et le lierre, bien sûr. Oui. Alors, oui, effectivement, là, dans ce cas-là, il faudra peut-être mieux mettre un petit peu éloigné du mur. D'accord. Après, il n'y aura pas besoin du coup de rénovation de votre façade. Il faudra juste faire attention quand vous taillez, peut-être penser de temps en temps à tailler derrière. Mais sinon, il n'y a pas de souci, ça prendra bien. Pour la clématite, par exemple, ou même pour le cerfeuil, si vous ne mettez pas de treillis, ce que vous pouvez mettre, alors ça peut être un simple tuteur au début, oui. Ou sinon, c'est les systèmes qui existent et qu'on peut voir un petit peu de temps en temps, c'est des fils. C'est un grand fil qui va être de votre peau jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Ça peut être jusqu'au toit. Oui. Alors, assez espacé, hein, au moins 10-15 cm à 10-15 cm du mur. Oui. Et vous pouvez en mettre
plusieurs à intervalles réguliers. La clématite, au début, va monter le long d'un des fils. Oui. Vous pouvez mettre des pieds à plusieurs fils. Et en grandissant, quand elle sera assez robuste, elle pourra même commencer à partir sur les autres fils en faisant en lançant des branches sur les côtés. Et ça, vous pouvez le guider aussi, vous, par exemple, si vous voyez qu'il y a une branche qui commence à être un peu longue, vous la déplacez, vous commencez à l'accrocher sur un autre des fils. Bien Donc sûr. ça, c'est une possibilité. Ce qui me fait un peu peur, c'est le système de pot, en fait, parce que je me dis que quand elle va grandir, parlons par exemple d'une clématite, elle va besoin d'avoir plus de terre, voilà, enfin, la terre va finir par s'épuiser dans ce pot, et du coup, j'ai peur qu'elle meure, en fait. Ou alors, comment on peut rempoter un truc qui a déjà grimpé avec un petit pot en bas. Enfin, c'est ça que j'ai du mal à Oui. visualiser. Alors, effectivement, faudra partir de base, il ne faudra pas que ce soit un tout petit pot. Oui. Il faudra poser sur un gros bac du type un bon 50 cm sur peut-être 1 mètre de long, au minimum. Donc, 50 cm par 1 mètre, d'accord. Oui, au minimum, effectivement. Donc, il faut effectivement que le pot de base soit quand même assez grand. Ouais. Après, il existe plein de variétés de clématites, par exemple. Ouais. Il y a des clématites qui vont faire jusqu'à 4 mètres de haut. Il y en a, elles vont se limiter à 2 mètres. Et donc ça veut dire un système racinaire qui ne sera pas aussi important. Donc, en fonction de la taille de clématite, quand elle est mature, le pot pourra suffire. D'accord. Pour ce qui est de l'entretien de la terre en elle-même, vous pouvez apporter du compost de façon régulière. Voilà. Donc, vous pouvez apporter du compost de temps en temps. Alors, pas forcément, alors au début, non, mais dans les années à venir, si vous voyez que votre terre commence à être un petit peu moins bonne, vous pouvez apporter du compost. Pas beaucoup. Et généralement, le compost, on va en mettre quelques centimètres, 2-3 centimètres, et qu'on va gratter un petit peu pour bien le mélanger à la terre. Mais sinon, ça suffira. Après, les nutriments qui sont dans le compost, avec la pluie, ils s'infiltreront dans le reste du pot et permettront de renouveler tout le bac. Quand vous mettez en pot, il faut bien penser aussi à l'évacuation de l'eau, justement. Donc, ne pas oublier que ce soit un pot avec des trous et à mettre alors, généralement, on met des billes d'argile, mais ça peut être du gravat au fond du pot pour que l'eau s'évacue comme il faut. Oui. Vous avez indiqué des liens tout à l'heure sur votre présentation. Oui. Est-ce que vous pourriez les mettre dans le chat, s'il vous plaît? Comme ça, parce que pour aller plus loin, justement, sur ce projet de végétalisation, comme ça, pour bien choisir le type de clématite, parce que visiblement, voilà, il y a quand même un choix important au niveau des clématites. Peut-être du cerfeuil, je ne sais pas, on verra. Alors, pour les différentes variétés, si vous voulez, donc je disais, vous pouvez aller regarder en jardinerie et demander conseil directement aux vendeurs. Les sites des jardineries sont aussi de très bonnes sources d'informations par rapport à tout ça. Oui. Oui, puis les deux sites de Seine-Ouest et puis de Paris, là, qui nous avaient donné tout à l'heure, je pense que je vais aller dessus aussi. Vous avez aussi, quand je parlais d'association, il y a, alors du coup c'est un peu loin de GPSO si vous habitez à GPSO, mais à Bercy, il y a la mairie de Paris qui fait plein d'activités sur le jardinage et tout, donc là vous pourrez sûrement aussi avoir des conseils et apprendre des choses pour l'entretien sur la mairie de Paris. Vous voulez des salades ou des tartines? D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et une question annexe peut-être, quelle durée de vie de ces plantes en général? Est-ce qu'il faut prévoir de les renouveler au bout de, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans ou en fait pas forcément si le sol reste bon et le mur également, pas besoin? Non, normalement, il n'y a pas besoin de prévoir de renouvellement. Ça va. S'il s'est bien préparé en avance et qu'on entretient, notamment quand c'est en pot, si on entretient la terre, il n'y a pas de souci. Alors, en fonction de comment on taille, il est possible qu'il y ait, si c'est une vraie vigne, qu'il y ait moins de fruits, par exemple, ou
si on a une glycine, qu'elle fasse un peu moins de fleurs. Donc ça, c'est vraiment une question de taille. La taille va beaucoup permettre de développer la végétalisation ou la floraison de la façon qui nous intéresse. Donc ça, la taille, c'est aussi un truc important à regarder et qui peut énormément changer l'aspect du projet, en fait. Et il ne faut pas hésiter à tailler. Alors, quand je disais une fois par an, donc ça, normalement, ça suffit pour un entretien, mais il ne faut vraiment pas hésiter à la faire et parfois à bien couper les branches pour qu'elles repartent mieux ensuite et qu'elles fleurissent plus. Est-ce que... Alors, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que peut-être faire un petit focus très rapide sur la végétalisation de toiture, peut-être? Peut-être que parmi les participants, il y a des personnes qui ont des toitures terrasses et donc qui peut-être pourraient se prêter à une végétalisation aussi en quelques mots. Oui, alors là, ce qui va être... en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que là, il y a vraiment une question de structure du bâtiment. Et parce que la végétalisation des toits, ça, c'est énorme en termes de poids. La quantité de terre qu'on y met, les végétaux qu'on y plante, ça peut avoir très vite un poids impressionnant. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut s'assurer que la structure soit adaptée pour accueillir ce poids. Et là, généralement, il faut faire vraiment appel à des spécialistes. Donc, c'est des projets qui vont être très vite beaucoup plus complexes en termes de mise en place. Après, ça peut être ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire des toits végétalisés avec une couche de terre et puis des mousses, des petites plantes qui vont se développer dessus. Ou ça peut être, si c'est un vrai toit terrasse, la mise en place d'un potager en hors-sol, par exemple. Donc, des carrés de potager qu'on peut voir d'habitude, on les met sur sa terrasse. Ça peut être planter des arbres. C'est aussi possible de mettre des arbustes sur des toits, mais là, c'est pareil, c'est une question de poids. Donc, les possibilités sont beaucoup plus diverses que pour le mur, j'ai envie de dire, parce que comme on n'est pas contraint par l'aspect vertical, mais là, c'est en termes de structure où il va y avoir beaucoup plus de questions, notamment pour la pérennité et pour pas que notre toit nous tombe sur la tête. D'accord, merci. Ouais, donc là où la végétalisation de toiture, c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe et pour lequel il faut peut-être faire appel à des professionnels. Oui. La végétalisation de murs et de façade, par contre, est beaucoup plus accessible et simple à mettre en œuvre a priori, et aussi moins onéreuse. Tout à fait. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. C'est le moment s'il y a des dernières questions, et sinon on va arrêter tranquillement. Alors, je crois que j'ai vu une main se lever. Une nouvelle main, autant pour moi. Alors, de nouveau Valérie, ou c'était une vieille, la main de tout à l'heure peut-être, je ne sais pas. Ouais. Oui, non. Oui, j'ai bien une question. C'était juste, voilà, par rapport à la biodiversité, donc ces plantes, quand elles sont sur les façades, est-ce que certaines n'attirent pas les moustiques, par exemple, voilà, parce qu'il y a biodiversité et biodiversité, et les moustiques font partie pour moi d'une biodiversité moins intéressante. Et voilà, je voulais savoir si, par exemple, les clématites ou d'autres essences pouvaient justement favoriser l'arrivée de ce type de moustiques. Voilà. Alors, ou frelons asiatiques, enfin voilà, des choses. Alors oui, parce que les moustiques font de la pollinisation, notamment tous les moustiques mâles se nourrissent. Enfin, eux, ils ne font que ça, ils ne nous piquent pas, donc les moustiques se nourrissent de nectar et de pollen. Donc ça les attirera forcément. Les frelons, non, parce que les frelons, eux, sont carnivores. Donc, alors, ils viendront manger les abeilles potentiellement manger les abeilles qui sont sur vos fleurs. Mais c'est quand même beaucoup plus anecdotique. C'est pas. D'accord. Et en plus, ils craignent un petit peu quand même l'humain, donc il y a pas trop de risque par rapport aux frelons. Par contre, et le moustique, bon, c'est assez inévitable en quelque sorte, mais si vous n'avez pas, par exemple, un endroit où il y a de l'eau stagnante, où ils vont pouvoir pondre ou quoi, vous n'aurez pas plus de moustiques que si vous n'avez pas de mur végétalisé. D'accord. Ce qu'il faut faire vraiment
j'ai déjà beaucoup de végétation autour de ma maison. Enfin, voilà, on a Voilà. déjà des moustiques. Voilà, je ne voudrais pas que ça. Voilà, enfin, évidemment, c'est un mal nécessaire. Enfin, voilà, ils sont là, mais c'est déjà très vert autour de chez moi. Donc, je me disais, enfin, dans mon jardin, voilà. Et donc, si c'est pas pire, ça va. C'est juste que je voudrais pas que ça devienne un peu envahissant, quoi. Normalement, non. Donc, il n'y a pas de. Enfin, là où il va falloir vraiment faire attention, c'est à leur milieu de reproduction, les flaques d'eau. Et Voilà, c'est si ça. vous avez, sinon, il n'y a pas de souci. Et Les vous pouvez soucoupes. avoir vous pouvez peut-être mélanger au pied de votre mur végétalisé ou aussi au niveau des fenêtres, mettre des plantes qui ont plutôt tendance à repousser les moustiques. Il y a certains géraniums, certaines citronnelles, par exemple, qui peuvent être efficaces Oui, à ce effectivement. niveau-là et contrer l'effet. Non, ce qui, pour être tout à fait honnête, va être peut-être plus gênant pour certaines personnes, c'est notamment par rapport aux lierres, c'est tous les arachnides, c'est les araignées. Ah non, mais moi, je garde les Voilà. araignées chez moi, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Mais bon, voilà, Les c'est quand araignées, même. elles sont bienvenues. J'avais juste une dernière question sur le diagnostic énergétique. Et donc, en fait, un mur végétalisé peut justement, parce que maintenant, donc effectivement, là, je vais assister aux autres conférences sur la rénovation énergétique. Ça peut remplacer justement un ravalement de façade avec, comment ça s'appelle, vous savez, avec une isolation extérieure du mur. Enfin, remplacer ou en tout cas le faire à la place en améliorant son diagnostic énergétique. Le mur Ça pourra... végétalisé peut faire ça. Alors, remplacer, je ne sais pas parce que je ne me connais pas assez en isolation externe. En tout cas, ça peut être complémentaire à une isolation interne, à une amélioration de votre isolation interne, ça c'est sûr. Ça ne fera pas tout le travail tout seul, mais ça peut être Parce qu'en fait, un on a atout. déjà. Peut-être que Martin a une réponse plus Oui, élaborée là-dessus. je Ouais. peux compléter un petit peu. Alors, ça n'a pas la même fonction. Faire une végétalisation de murs, façades, ça va notamment permettre en effet apporter une petite barrière thermique parce que l'air, en fait, l'air qui va être proche de votre mur va un peu plus stagner, donc il sera forcément un petit peu plus chaud en hiver. Et donc, voilà, ça fait un petit effet tampon et ça va également diminuer les infiltrations d'air parce que le vent qui va taper contre votre façade, il sera ralenti par cette végétalisation. C'est surtout ça l'effet de la végétalisation, mais ça ne compense pas du tout une isolation thermique par l'extérieur ou par l'intérieur du mur. C'est quand même sans commune mesure. L'idéal, ça serait plutôt de faire cette isolation thermique des murs et pourquoi pas ensuite, dans un second temps, végétaliser, ça reste tout à fait possible. Mais c'est quand même pas la même fonction. Voilà. D'accord, mais d'accord. Parce que j'avais compris justement dans l'exposé que justement ça permet, enfin c'est ce que vous disiez, voilà, parce qu'en fait ça permet quand même d'isoler un petit peu, quoi. Un petit peu, parce qu'on voilà, on diminue les infiltrations d'air parce qu'on casse le vent et on crée une sorte de petite couche d'air qui est plus stagnante près du mur, donc un peu plus chaude. Mais ça apporte, par rapport à l'apport d'une isolation réalisée avec des matériaux sur le mur, directement des matériaux isolants, c'est quand même 2 poids 2 mesures tout de même. Même Oui, si voilà, c'est un petit peu. je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce sera pas aussi efficace, mais ça a quand même un impact. C'est-à-dire que, parce que voilà, quand nous, on a déjà changé notre toit, on a changé toutes les fenêtres. Donc, il y a déjà, voilà, on a déjà sur une très vieille maison, donc on a déjà bien gagné en isolation. Et donc, je me dis que peut-être qu'au lieu de faire tout un ravalement, peut-être qu'un mur végétal pourrait encore améliorer notre diagnostic énergétique, hein, mais oui, tout à fait. sans aller très très loin. Mais voilà. Ça fait le lien voilà, avec les conférences qui vont suivre. Je suis désolé, on va devoir arrêter parce Bien que sûr, merci beaucoup. Je comprends tout à fait. Merci à vous. Il y a une nouvelle conférence donc, qui va débuter dans 10 minutes sur ce même lien. Mais ça fait tout à fait le lien avec les conférences de la journée qui vont suivre, notamment les conférences de cet après-midi sur la rénovation énergétique d'un point de vue technique, Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une maison, et puis les aides financières, etc. qui peuvent Exactement, mais exister. je vais y assister justement. Voilà, donc on reste en ligne en fait, c'est ça. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc voilà, merci pour cet atelier. Merci beaucoup. Merci Oxane pour cette belle présentation. Et voilà, on vous enverra un mail à la fin de la journée pour vous proposer un petit lien de retour pour recueillir vos avis sur cette conférence et sur les autres conférences de la journée. Et sachez que toutes les présentations et les supports seront disponibles sur le lien du forum, donc sur Internet. Je vous le mets dans la conversation si besoin. Je veux bien, oui. Si vous voulez également voir le programme de la journée, c'est présent.
Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit.